C'est le tempo. Vanessa qui manque. Oui. Monsieur, tu appelles les gens, tu fais comment? Non, bah écoute, on va lancer la troisième table ronde. C'est des 20 minutes un peu étendues, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Pourquoi t'es déjà là, toi? Christian il est déjà monté, je l'ai pas encore appelé. Bah. Belle prestation, bravo. J'attends que la lumière s'éteigne. Bon, je vais le faire maintenant. Je peux le faire maintenant? Notre photographe me dit que si vous le souhaitez, parce qu'apparemment pas mal de personnes lui demandent, si vous souhaitez faire des photos de groupe, vous pourrez les faire à la fin de la journée devant le Kekemono, ici présent, celui-là? Ici. Donc vous, à la fin de la session, quand on aura terminé, vous pourrez faire les photos de groupe juste devant. Bon, je crois que tous nos intervenants sont là, donc je vais vous proposer de recommencer, de finir notre session de table ronde par un sujet d'ampleur et surtout d'actualité pour le secteur, qui est le sujet de l'attractivité de nos métiers. Comment redorer la profession, comment redonner envie aux jeunes de venir dans les métiers du transport. C'est une thématique que je ne crois pas... Je crois pas que vous ayez déjà abordé cette thématique. Je crois que c'est pas forcément une thématique sur laquelle on attend les syndicats, et c'est aussi une façon de se renouveler. C'est aussi une façon de se réinventer que d'aller sur des sujets qui concernent effectivement le secteur et qui sont stratégiques. Donc pour parler de ce point, je vais appeler monsieur Loïc Charbonnier, qui est président directeur général de l'AFTRAL, Philippe Doll, inspecteur général des affaires sociales honoraires, Maxime Duhon, je sais pas si je dois encore te présenter. Si, bon d'accord. Vice-président de la CFTC Transport, Christian Schmidt de la Brélie, qui est directeur général de Clésia. Là, tu peux venir du coup là maintenant, Clésia. Boud, je ne vais plus venir. Et Isabelle Mainbourg, qui est directrice générale adjointe d'Opco Mobilité. Alors merci Isabelle Mainbourg qui remplace au pied levé Jean-Louis Vincent qui est touché par le Covid. Merci beaucoup d'être présente parmi nous, puis ça rajoute un petit peu de femmes, c'est bien, ça rééquilibre un petit peu. Isabelle, il y a de nombreuses études sectorielles qui ont été menées par Opco Mobilité sur la question de l'attractivité des métiers. Est-ce que vous pourriez déjà, pour avoir un petit état des lieux, me faire un petit point sur ce qu'elles nous disent ? J'y vais. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je m'appelle Jean-Louis Vincent et on met la photo de ma directrice financière, Véronique Guenet, donc j'ai adoré. Donc, mais, voilà, elle est très bien. Donc, c'est problème d'identité. C'est ça. Oui, on a énormément d'études sectorielles qui avaient débuté à la création de l'Opco Mobilité, donc l'opérateur de compétences des métiers de la mobilité, dont la branche des transports routiers, activités auxiliaires du transport, est une composante très importante. Nous sortons de l'EDEC Mobilité, que les branches ont fait depuis maintenant 2019. Nous avons une matière très riche. Et nous avons eu aussi en début d'année 2022 la présentation du rapport de l'OPTL, l'Observatoire de votre branche, qui nous indiquait que malgré ces tensions de recrutement, nous avions quand même 2% de conducteurs en plus formés en 2020, puisque c'était des données 2020, et qu'on avait 6% dans la partie magasinage. Donc on est quand même sur des créations d'emplois possibles, malgré tout, et malgré les tensions que nous avons. Nous sommes en perte sur plusieurs autres secteurs. Mais quand même, nous avons énormément maintenant de données pour nous permettre d'avancer.
avec un nombre de postes qui change en fonction de, je dirais, des intervenants. Hein. Parfois, on parle de 50 000 conducteurs en moins, parfois 100 000, parfois 80 000. Donc, la vérité doit être entre les deux. Et nous avons démarré, mais je ne vais peut-être pas le dire tout de suite, mais sur ma question d'après, nous allons démarrer maintenant des phases de plan d'action qui vont nous permettre de travailler sur toute la matière que nous avons eue. Et je précise juste que nous allons lancer, puisque le conseil d'administration de l'OPCO a validé donc en décembre 2021, une enquête, ce que j'appelle 360, qui est vraiment les jeunes et les moins jeunes, les salariés, les non-salariés, les demandeurs d'emploi. Pourquoi vous venez dans le secteur des transports? Pourquoi vous y restez? Pourquoi vous en partez? Pourquoi vous ne voulez pas y venir du tout? Et on va avoir un spectre très large en fait de questionnements autour des entreprises, également des institutions régionales telles que les pôles emploi, les missions locales, hein, on en reparlera également, de tous les organismes de formation, des branches, voilà, de tous les acteurs qui vont nous permettre de travailler et d'avoir une vue un peu autre que le conducteur routier, il est dans son camion et c'est ça qui ne donne pas envie. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres avantages et beaucoup d'autres cordes à son arc. Et il n'y a pas que le conducteur routier dans les métiers de la mobilité et du transport. Merci Isabelle. Alors justement, au sein de l'AFTRAL, Loïc, je me tourne vers toi. Vous avez l'habitude effectivement d'être en contact avec ces jeunes et ces moins jeunes qui vous rejoignent ou qui pensent rejoindre les formations du secteur transport. Quelles sont les raisons de ce manque d'attractivité et c'est peut-être ce problème d'image ? Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a peut-être deux types de jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent nous voir et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont des parents qui sont dans les métiers déjà du transport, qui sont dans le métier de l'ambulance, qui sont dans le métier de l'agence de voyage. Ils ont une idée déjà précise de ce qu'ils veulent parce que finalement, c'est un métier qu'ils connaissent puisqu'on leur en a déjà parlé parfois depuis tout petit. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est un public traditionnel et qui est facile à capter. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui, bien entendu, pour répondre à tous les besoins. Et je passais sur le centre de Tours tout à l'heure. Le message, c'est effectivement, les entreprises viennent nous voir, on veut des conducteurs pour demain. Non, mais un conducteur, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un process de préparation, il y a un process de communication. Et la difficulté, c'est le sourcing. Alors aujourd'hui, comment on va chercher des jeunes, des demandeurs d'emploi, des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas le transport et qui n'ont pas de représentation de ce que c'est que le transport. Il faut voir qu'aujourd'hui, tous les secteurs recrutent. Il y a des pénuries de main-d'œuvre, de besoins d'emploi qui ne sont pas pourvus dans de nombreux secteurs. Et donc aujourd'hui, un jeune qui s'interroge sur finalement qu'est-ce qu'il peut devenir, qu'est-ce qu'il peut faire, aujourd'hui, il a finalement une somme de possibilités qui est très large. Et comment on fait pour faire que les métiers du transport, ils apparaissent dans la représentation, je dirais ça devienne quelque chose de concret. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans tous les métiers qu'on propose, il y a des métiers, paradoxalement, qui sont mieux identifiés. Je pense par exemple conducteur d'ambulance, enfin ambulancier, aujourd'hui, voilà, il y a un véhicule, il y a un habit, il y a un gyrophare, ça génère une image. Voilà. Conducteur routier dans un camion, aujourd'hui, ça génère pas tellement d'image. Et pourtant, on a vraiment des choses à faire découvrir. Voilà, c'est un métier qui permet beaucoup de choses, qui permet des contacts, qui permet de découvrir des régions, qui permet où il y a toujours des imprévus, il y a toujours de l'action. Donc c'est cette image-là du métier qu'il faut qu'on arrive à essayer de transmettre. Alors, on va le transmettre par un gros travail aussi sur le terrain d'explication. Voilà, dans des salons, dans une personne qui envoie un petit mail pour poser une question. Et on va essayer de l'aider à créer cette représentation du métier et finalement à le rassurer parce que c'est quand même le métier qu'il va exercer. Et donc il faut qu'on arrive à lui donner envie, à lui donner un peu à le rassurer sur le fait que ce métier,
il va lui offrir des opportunités, il va lui offrir des opportunités de carrière, de formation, de qualification, de découverte de l'entreprise. Et voilà. Donc c'est un gros travail qui est fait aujourd'hui par ce qu'on appelle des chargés de recrutement. Aujourd'hui, dans tous nos centres, il y a 1, 2, voire 3 chargés de recrutement qui sont dédiés uniquement à cette relation avec des personnes qui, à un moment donné, s'interrogent pour venir vers le secteur. Merci Loïc. Maxime, tu as la même analyse, problème d'image, de projection peut-être dans ce métier de conducteur ? Oui, je pense qu'il faut... Si, je pense que c'est bon, vas-y. Oui, je pense qu'il faut revenir également en cause, parce que si on avait la solution, je te promets qu'on l'aurait déjà mis en place. Donc, revenir aux causes, il y a plusieurs facteurs en fin de compte à ça. Moi, je vais revenir au démarrage. On a un métier d'insertion. Le transport, quel que soit le mode de transport qu'on fasse dans la profession, c'est les métiers d'insertion. C'est des métiers généralement qui sont au niveau 3 de l'éducation nationale, c'est-à-dire CAP, BEP. Bon. On est en concurrence, et je rejoins ce que vient de dire Loïc, on est en concurrence avec d'autres secteurs d'activité aussi gros, voire plus gros que le nôtre, la restauration, le BTP, tous ces secteurs-là qui sont aussi des métiers d'insertion, qui piochent dans le même panier que le nôtre pour attraper le chaland. Donc nous, qu'est-ce qu'on ne fait pas par rapport à ça ? Déjà, première chose, au niveau de l'orientation scolaire, et ça c'est pour tout le monde. La troisième, l'orientation scolaire, le prof principal. Le prof principal, quand il va faire l'orientation scolaire, il ne parlera pas des métiers du transport. D'abord, 1, il ne les connaît pas. Et 2, il n'en parle pas parce que l'image qu'il a, lui, en tant qu'adulte et en tant que prof du transport, fait que ce n'est pas celui-là qui va parler en premier. Il va parler d'autre chose, mais pas de celui-là. Et on voit qu'au niveau de l'orientation scolaire, il n'y a pas de proposition de transport. Nous avons fait à la CFTC une proposition claire là-dessus, c'est de proposer, lors de l'orientation scolaire de 3e, que les profs principaux soient accompagnés ou d'un prof de lycée professionnel ou d'un prof de CFA pour qu'ils puissent parler de leur métier, et en l'occurrence, j'espère, celui du transport, pour qu'il y ait une orientation qui soit intelligente, préparée au niveau de l'enfant, et bien évidemment, on le sait, au niveau des parents, parce que c'est aussi là que se fait l'orientation. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a conscience de ce que pourrait être le métier du transport, et on a une chance, on va dans une table ronde que tu as prévue, enfin dans une porte ouverte que tu as prévue, très bien organisée, des beaux camions, des belles ambulances, des beaux tout. C'est très joli. Bon, là-dessus, on va parler avec des professionnels, mais des professionnels qui sont des formateurs. Ils ont un intérêt quand même, c'est de vendre la formation pour qu'ils puissent venir dans le centre de formation et faire la formation, et ensuite, pourquoi pas, apprécier la formation. Il faudrait qu'il y ait des professionnels qui ne soient pas des professionnels qui dépendent directement des centres de formation, qui n'ont pas d'intérêt là-dedans, mais qui sont simplement des passionnés de leur métier. On l'a vu dans les clips qu'on a fait, je le redis, on a vu la passion de tous nos camarades qui sont passés de leur métier. Qui en parle mieux qu'eux ? On n'aurait pas été capable de leur faire dire ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit tout seuls, hein. Ça a été naturel. C'est ça qu'il faut faire. Il faut parler, il faut que des professionnels parlent à des futurs professionnels. Ça, c'est aussi une chose importante. Maintenant, il y a des responsabilités à l'attractivité ou à la non-attractivité. La première, c'est l'image, bien évidemment, que l'État, aujourd'hui, donne du transport et que les bonnes consciences, devenues très vertes, très écolos, donnent également du transport. Or, tous ces bonnes consciences, la seule chose qu'ils veulent, c'est que leurs documents, leur colis Amazon qu'ils ont pris sur Internet arrivent dans 2 jours micro, chez eux, devant leur porte. Alors, à un moment donné, on se dit, il faudra peut-être choisir. Hein. Voilà, il faut bien qu'il y ait les transporteurs qui les aient transportés, ces choses-là. Sinon, ça ne marche pas. Bien évidemment, il y a la pénibilité du métier, elle existe. Quand vous partez de chez vous, quand vous faites un métier comme celui de transport de marchandises, vous partez de chez vous et que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur la route, vous ne connaissez pas les oiseaux que vous allez avoir en face, et en plus, vous êtes harcelé tout le temps par le chargeur, par l'entreprise, par les intempéries, par des choses que vous avez oubliées et puis qu'il faut aller refaire. Tout ça, c'est du stress supplémentaire. Vous avez également le stress quand vous êtes dans le transport sanitaire, c'est exactement la même chose. Le métier, ce n'est pas un métier facile non plus. Hein. Vous avez 22 ans, vous êtes dans le transport sanitaire et vous faites un suicide. Je peux vous assurer que le rapport à la mort, quand vous êtes un jeune et que vous n'avez pas été habilité à ça, c'est quand même très compliqué également. Il faut revenir le soir, hein, mais le lendemain, même si ça vous a un peu traumatisé, il faut retourner au boulot. Hein. Donc vous voyez, c'est tout ça
qu'il faut également prendre en compte la pénibilité du travail, et elle n'est pas prise en compte. On ne peut pas dire pénibilité du travail si on ne parle pas non plus des horaires de travail, qui peuvent être énormément à rallonge dans des métiers, justement comme le sanitaire, une urgence qui vous tombe à 17h, si vous finissez à 18h, hein, vous ne dites pas, je ne la fais pas. Hein, parce que là, vous allez en cabane. Hein, vous ne dites pas, je ne la fais pas. Hein. Donc voilà, donc, tout ça aussi, ça à prendre en compte. Et qu'est-ce qu'on donne pour ce travail qui a été fait? Qu'est-ce qu'on revalorise pour les salariés qui travaillent là-dedans? Pas de 13e mois, des salaires qui sont quand même relativement près du SMIC, pas de volonté effectivement de dire on va aller sur de l'intéressement, on va aller sur la participation, comme le disait Thibault Loxade à la deuxième table ronde. Ça c'est très bien pour des grandes sociétés. On a parlé de Renault, Peugeot, tout ça. Ouais, d'accord. Nous on n'est pas ça. Hein. Nous on est 95% de TPE-PME dans le transport. Hein. Donc c'est pas ça. Aller parler de participation, le patron il va dire quoi? Tu veux prendre le pognon dans ma poche? C'est pas ça que je te propose. Moi je veux que tu me payes pour ce que je fais. Donc ça, on n'en a pas non plus, et c'est quelque chose qui ne permet pas l'attractivité du métier. Donc je pense que dans tout ça, il faudra effectivement qu'on se pose les bonnes questions, qu'on arrête de se cacher derrière son petit doigt en se disant « c'est pas de ma faute si je te paye pas bien, c'est de la faute des autres, chargeurs qui me payent mal, la concurrence déloyale, les pays de l'Est, pour les ambulanciers, c'est parce que c'est la Sécu qui paye, c'est pas moi. Ouais, mais c'est quand même toi qui m'as embauché. Hein. » Donc voilà. Je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière ça et avoir de vraies discussions là-dessus, qu'aujourd'hui encore, à l'heure auquel je vous parle, on ne peut pas dire qu'on les ait. Voilà. Donc, on ne peut pas parler bien d'un métier si ce métier, on ne le considère pas bien. Bon, je ne sais pas si on prendra Maxime pour aller dans les lycées pour valoriser la profession. Non, mais le constat était important de le poser, effectivement. Monsieur Dole, vous êtes missionné par la ministre du Travail. Alors, je reprends mes notes pour pas me tromper sur l'intitulé de la mission. Donc, vous accompagnez la branche sur la résorption des difficultés de recrutement par un diagnostic et des préconisations qui seraient partagées entre la branche et les pouvoirs publics. C'est bien ça, l'objectif de la mission. Comment est-ce que vous expliquez ce... alors, Maxime en a déjà pas mal. Je vous félicite, vous ne vous êtes pas trompé. J'étais un peu aidée. Mais donc, comment vous expliquez ce manque d'attractivité? Est-ce que Maxime a raison? Est-ce qu'il y a des compléments aussi d'explication? Bonsoir à tous. Bon, j'ai rien à retirer à ce que Maxime a dit, ni à Loïc Charbonnier ou Isabelle Mainbourg, parce qu'en fin de compte, on est dans une belle continuité. Au départ, si on parle de la question de l'accès à l'emploi dans ces métiers, et donc des représentations qui prévalent pour y venir, il faut poser un peu des éléments de contexte. Le premier élément, c'est qu'on est sur une profession réglementée. Moi, j'ai passé ma vie professionnelle à travailler sur des questions de reconversion, et en fait, j'ai écrit assez souvent le fait que l'emploi, c'est la rencontre entre des capacités et des opportunités. C'est vrai, ça marche le plus souvent, sauf dans les professions réglementées. Parce que dans une profession réglementée, vous ne pouvez pas l'exercer si vous n'avez pas le titre, le certificat, le diplôme qui est exigé pour l'exercer. Donc, premier élément de contrainte, en termes d'organisation, on est dans une profession réglementée. Alors, en même temps, ça protège, puisqu'on ne peut pas exercer ce métier sans avoir le diplôme, le titre ou les certificats qui ont été mis à jour. Comme vous le savez, il y a une obligation de mise à jour de certification. Deuxième élément qui est sous-jacent, c'est celui de la question de l'accès au niveau des âges. Il y a eu des assouplissements récents que la profession a très largement sollicité depuis très longtemps, mais c'est extrêmement récent. En fin de compte, pendant très longtemps, on ne pouvait pas assurer ces métiers, notamment de conduite, avant l'âge de 21 ans. Et ça reste encore le cas pour une partie d'entre eux. Donc on comprend que la problématique de l'orientation à l'école se pose dans un cadre différent. Quand on travaille, on l'a fait avec le ministère de l'Éducation nationale, on voit bien qu'il y a un problème entre le fait qu'on peut sortir à l'âge de 18 ans de l'école, puisqu'il y a une obligation de scolarité jusqu'à 18 ans, et en fin de compte, on n'aura pas forcément la possibilité d'exercer un métier, parce que depuis longtemps, on a ce problème de décalage d'âge, et qui explique pourquoi
cette profession est moins soutenue que d'autres dans l'imaginaire, le travail qui est fait à l'école, et notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours à venir. Le parcours à venir, c'est ce qui permet à un jeune de travailler dès la cinquième, quatrième, troisième, à un projet qui est un projet d'études et un projet professionnel, les deux étant liés. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre de ces travaux, et bon, je pense que c'est important de le dire, c'est que la profession s'est mobilisée. Et elle s'est mobilisée précisément à travers des webinaires et des supports qui consistent à accueillir des enseignants, des principaux de collège, des principaux de classe, des personnels chargés d'orientation dans des entreprises de transport, avec un appel à proposition qui est fait sur la plateforme EduScol du ministère de l'Éducation nationale, qui est quand même diffusée à 880 000 personnes, membres du personnel de l'éducation nationale, et qui permet, académie par académie, c'est organisé par une structure qui s'appelle le Centre de perfectionnement des enseignants, le CEFPEP, je pense avoir dit dans le bon ordre. Donc, oui, je vous assure, c'est pas simple. Donc le CEFPEP, en fait, accueille des enseignants, des chargés d'orientation pour leur proposer, d'une part, de découvrir les métiers de la famille des métiers des transports, et d'autre part, de procéder à un accueil en entreprise, parce qu'il n'y a rien de tel que la confrontation réelle pour finalement disposer des possibilités, des capacités à dialoguer avec les jeunes sur ce que sont les métiers des transports. Donc on l'a fait aussi pour les métiers de bouche, puisque vous savez que je m'occupe de 5 secteurs, en fait, les métiers de bouche, les métiers du bâtiment, les métiers du conseil en numérique, les métiers des transports et, depuis quelque temps, les métiers de la métallurgie. Ce qui me permet d'ailleurs de faire des comparaisons par rapport au sujet qu'on est en train d'évoquer. Et donc je partage ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que, une fois qu'on a parlé de la réglementation et des problématiques qu'elle pose, on a également un phénomène de concurrence sur le marché du travail qui est considérable. Le fait que le marché du travail soit extrêmement vivant fait qu'on a un phénomène de ressources. La ressource n'est pas inépuisable, là je parle des ressources humaines. Et en fait, pour travailler sur les besoins de recrutement, il faut travailler sur tous les termes de l'échange. C'est-à-dire les jeunes, ça a été dit tout à l'heure, dès l'école. Ensuite, les jeunes disponibles. On a parlé des missions locales. Je puis vous dire qu'au moment où nous parlons, il y a 1 100 000 jeunes en France accompagnés par les missions locales. Et que sur l'année, c'est 3 millions de jeunes qui sont accompagnés. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel dans la relation avec les missions locales pour partir de cette catégorie. Et puis pour ce qui concerne les demandeurs d'emploi disponibles, bon, dans les travaux que j'ai menés, j'ai rendu quelques données, mais pour vous donner un éclairage, on a 249 000 demandeurs d'emploi inscrits par eux-mêmes dans la profession des transports, avec 90% d'entre eux qui sont des hommes. Bon, je ne vous apprends rien en rappelant que la moitié de la population active, et y compris au chômage, est composée de femmes. Donc on a aussi là un décalage sur lequel il faut travailler. Donc on a à travailler sur la jeunesse. Pour des motifs liés à la réglementation aux âges, il faut amorcer en fait un système que l'évolution réglementaire permet, et d'autre part, amener des femmes à travailler dans le secteur des transports. On en voit de plus en plus. J'ai vu d'ailleurs une émission il y a quelque temps, je pense que vous l'avez vu comme moi, les reines de la route. J'étais sincèrement scotché. Bon, je me suis dit, tiens, c'est un bel exemple. Quand on voit ces femmes travailler, on voit bien les conditions de travail dont tu parlais tout à l'heure. Aussi. Bon, donc pour moi, la question finalement, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un jeune va se diriger vers cette profession plutôt que d'aller au hasard à l'armée, parce que la Défense nationale, les premiers recruteurs, est très organisée pour recruter des jeunes depuis fort longtemps. Donc il y a une concurrence entre secteurs. Quand je travaille avec la métallurgie sur les métiers de chaudronnier, soudeur et technicien de maintenance, ils vont chercher les publics, tenez-vous bien, qui sont au RSA, qui sont en situation d'insertion, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ne trouveraient pas des personnes qualifiées dans les fichiers de Pôle emploi, sans compter que quand on est dans des régions comme le Grand Est, vous avez les problématiques, ou moi, où j'habite en Savoie, les problématiques transfrontalières, ou dans les régions du Nord, des Hauts-de-France. J'ai travaillé dans les Hauts-de-France, c'était 140 000 personnes sur le district de l'île de Roubaix, Tourcoing, Tournai et Dornic.
Et ensuite, vous avez ou Courtrai, et puis vous avez à peu près la même chose autour de Genève, et à peu près la même chose avec les pays mosellans, hein, c'est-à-dire le Luxembourg. Donc il y a un phénomène aussi qui peut jouer d'attractivité des métiers dans des zones qui sont transfrontalières et qui, quelque part, accroît les tensions de recrutement. Donc le maître mot, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'anticipation. C'est finalement ce que vous avez exprimé, c'est avoir une analyse fine des besoins, faire travailler tous les services qui peuvent apporter des réponses. C'est pour ça que dans l'approche que nous avons engagée, on a travaillé depuis l'école jusqu'aux demandeurs d'emploi, à tous âges. Et bien sûr, la temporalité des réponses n'intervient pas dans le même temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser aussi les raisons pour lesquelles les personnes vont choisir ce métier. D'abord, les jeunes aujourd'hui veulent du sens. Quand on a travaillé sur ces questions avec les professionnels des métiers de bouche, les artisans, un boulanger expliquait que, écoutez bien, parce que ça peut vous donner des idées, il a reconstruit le modèle d'organisation de production à partir des appréhensions et des attentes des jeunes qui ne voulaient plus travailler la nuit, qui ne voulaient plus travailler tous les week-ends systématiquement, donc les contraintes qu'on connaît bien dans ce type de métier. Eh bien, il est passé à la semaine à 4 jours. La boulangerie fonctionne 7 jours sur 7. Les jeunes ouvriers travaillent sur la conception des nouveaux produits. Ils sortent des nouveaux produits régulièrement, des nouveaux pains, avec tous les types d'ingrédients que vous pouvez imaginer pour séduire la clientèle. Il incite les jeunes à travailler avec lui sur la formation des prix. Et lui qui tenait une boulangerie de 3 salariés, il en a 45 aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires qui est en progression constante. Et je puis vous dire que les gens qui étaient dans la salle, comme nous le sommes là aujourd'hui, c'était le 14 octobre, qui étaient tous des professionnels, n'ont absolument pas pensé ni dit à un moment donné que c'était délirant, que ce n'était pas possible. Donc il va falloir, comme l'a dit Isabelle Mainbourg tout à l'heure, regarder quels sont les ressorts d'intérêt des jeunes et finalement repenser les modèles de telle façon que les jeunes trouvent leur place. Dernier exemple, je m'arrêterai là-dessus. On a la question des transports routiers voyageurs, c'était dit dans la précédente table ronde, les fameux temps partiels. Vous savez que 40% des conducteurs ou conductrices de cars, d'ailleurs il y a beaucoup de femmes dans les métiers de transport par car, 40% donc sont employés à temps partiel, qui n'est pas un temps partiel choisi. Ce sont des personnes qui gagnent entre 800 et 1200 euros maximum. C'est bien souvent en dessous de 1000 euros, du fait même du temps partiel. Vivre et travailler au pays avec un revenu de cette nature, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut trouver un revenu de complément. Donc nous avons travaillé pour rechercher des solutions, évidemment, qui peuvent venir soit d'un complément d'activité que l'entreprise de transport est en mesure d'apporter, ce n'est pas forcément toujours le cas, ou bien de travailler sur ce qu'on appelle la biqualification. Et là, je remercie l'AFT d'ailleurs de nous avoir aidés, comme sur l'exemple précédent. D'ailleurs, l'AFT a mis en place le processus dont je parlais avec le CEFPEP. Donc nous sommes convenus de pouvoir apporter à chaque conducteur, chaque conductrice de car qui le souhaite, un apport en recherche de biqualification, c'est un deuxième métier, pour pouvoir avoir un revenu suffisant pour travailler localement, voire même pour créer une entreprise unipersonnelle, parce que c'est plus facile de gérer une activité à compte propre en complément d'un horaire de travail fixe, puisque les horaires de transport scolaire sont fixes, que de trouver un deuxième employeur avec les contraintes que vous imaginez. Donc ce ne sont pas des hypothèses écoles. Moi, je vis en Savoie depuis longtemps. J'y suis revenu il y a 2 ans. C'est une façon qui fait fonctionner en fait l'activité et le système d'emploi. Plus de 50 000 personnes travaillent dans ces pays. Pour prendre cet exemple, ce n'est pas les seuls, qui travaillent en ayant 2 métiers. Soit un métier l'hiver, soit un métier l'été, ou bien dans des zones moins marquées par les saisons, qui exercent 2 métiers toute l'année. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. D'ailleurs, c'est fait partie des propositions que j'ai faites. Et je m'arrête sur ce point. Merci beaucoup. Je rappelle
sans inviter personne, qu'il faut essayer de se restreindre à 3 minutes, sinon on va avoir du mal à pas finir à 23h. Et Thierry, je pense, serait pas très content. Je voulais juste rebondir. Par contre, effectivement, c'est très riche et je pense que les conclusions du rapport méritent d'être bien regardées, notamment sur la partie transport qui nous concerne. Isabelle, je sais que vous avez beaucoup regardé et travaillé à partir de cela, mais je voudrais déjà faire une petite aparté avec Christian Schmitt de Labrelli, qui connaît très très bien ce secteur, puisque vous les protégez, nos acteurs du transport, depuis de nombreuses années, que ce soit précédemment chez Deo et puis maintenant évidemment dans le groupe Clésia. Qu'est-ce qui explique cette mauvaise image et est-ce qu'elle est légitime selon vous ? Alors, on a aussi la chance de protéger la branche hôtel, café, restaurant et les militaires de la défense nationale. Donc, on connaît bien ces secteurs en matière d'attractivité. Très clairement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a, et là je trouve le thème du président Douin a parlé de « Aujourd'hui, construisons demain ». Je pense que la Covid a pris dans la tête de tout le monde, comme le disait Monsieur Doll, le fait qu'il faut avoir un métier qui ait du sens pour être attractif. Première chose. Deuxième chose, un métier dont on soit fier. Et derrière un métier qui est bien équipé en matière d'OPCO, en matière de formation avec Loïc et le nombre de milliers de mètres carrés de pistes parmi tous les centres de France et de Navarre, on a tous les outils pour le faire. Donc le savoir-faire, on sait faire. Par contre, le faire savoir, on est assez proche de l'ensemble nul. Globalement, quand on voit ce qu'il a été fait par les autres acteurs, Défense nationale ou hôtel, café, restaurant, j'étais encore, avant de venir vous voir, j'étais avec le président de l'UMI, l'Union des métiers. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ben voilà, on est en train de monter un truc avec Francophonie, je suis en train de vous faire un pitch, mais là, à la rentrée, donc on va prendre tous les acteurs et on va faire un thème avec les artistes, avec les chefs, pour montrer ce que les artistes aiment comme nourriture pour faire de l'attractivité. On démarre, on a compris, peut-être un peu tard, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en matière d'anticipation dans le transport, on a des axes de progrès. On a compris que dans cette matière, on pouvait le faire. À ce titre, avec Loïc, Loco, Jean-Louis et globalement, on s'est dit, on y va. Il y avait une grande manifestation l'année dernière qui était le Tour de France des plages organisé par Bercy à travers BPI France. On a mis en avant le transport, et je ne sais plus combien, enfin plus d'1 million de personnes finalement sont passées devant cette image sur ce sujet-là. On a les organisations patronales qui font le boulot, je pense à la FNTR, à OTRE, pour ne pas les citer, mais vous savez tous, les leitmotivs, on vous transporte la vie. Si vous l'avez, c'est qu'un colis vous l'a apporté. Enfin, plein d'éléments, l'utilité du camion, les petites vidéos internet d'OTRE là, pendant Noël. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre, mais on n'est pas encore assez coordonnés pour être plus actif, plus proactif dans cette image du pas savoir-faire, on sait faire. Pas de fierté. Je pense que l'engagement syndical et du secteur, notamment au sein de la CFTC, est extrêmement fort et vous qui êtes dans la salle, vous respirez cet engagement et cette fierté et vous êtes les ambassadeurs. Mais globalement, on n'est pas encore assez coordonnés pour mieux communiquer, pour aller plus avant sur l'attractivité de cette protection, nonobstant les problématiques des 21 ans, etc., etc. Donc là, je trouve de manière très positive le rôle un peu, je dirais, en avant et toujours un peu en avance de phase de la CFTC Transport, de se dire, ben, ça aussi, ça doit être de notre rôle, aussi bien salarié qu'employeur. Nous avons une structure CFTC qui défend des valeurs, qui doit créer de l'attractivité, et ce n'est pas simplement quelque chose du patronat ou de tiers techniciens, mais nous-mêmes, nous devons être acteurs de cette attractivité. Donc, je reste assez optimiste pour les années futures dans un secteur qui, par définition, va croître. Nous aurons plus de transporteurs demain qu'on en a aujourd'hui.
Donc plus de besoins. Et pour y répondre, Isabelle, donc 3 minutes. tu l'as dit. Bah, parfait. J'ai rien dit, t'as vu. Pour y répondre, je sais que Opco Mobilité, nouvellement créée finalement, parce que vous êtes un bébé encore, On à est un l'échelle bébé. des 102 ans, 106 ans, 102, merci, 102 ans de la CFTC. Bah, nous, on n'a pas 3 ans. Mais vous avez déjà mis en place énormément d'opérations de communication Oui. aussi à destination de cet objectif d'attractivité. Oui, complètement. Donc, on a mis bien évidemment en place, un peu comme tout le monde, des vidéos métiers. On travaille énormément sur les job dating. On a créé des actions marque employeur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions. On a également, juste pour revenir sur l'attractivité, une seconde, formé entre 2020 et 2021 14 000 apprentis en tout dans les secteurs de la branche du transport, donc dans les 3 secteurs principaux. Donc c'est encore plus 4 000 apprentis par rapport à 2020, qui était déjà supérieur de 50% par rapport à 2019. Donc je dirais que je suis quand même, comme mon voisin, très très optimiste. J'ai 2 chances en fait, en plus d'être optimiste, c'est également d'avoir l'œil neuf de l'OPCO et de ne pas avoir en fait les mêmes freins habituels qu'on peut avoir dans la branche. Donc je me suis rendu compte que quand même c'était une branche extrêmement dynamique, qui faisait énormément de choses. On a des opérateurs de formation de qualité qui ont toute la partie pédagogie à disposition, qui ont toute la capacité de production en formation. On a des organismes de branche, je vais les appeler comme ça, dont l'OPCO, mais on a l'AFT, on a le groupe Clésia. Et là, je me suis dit quand même, zut, on fait tous plein de choses très bien. L'OPCO a une convention avec l'AFT sur pas mal de points. On a des conventions donc avec en cours, une qui est signée avec TMS Pro, avec la Caisse nationale d'assurance maladie. On s'est rencontré il y a très peu de temps avec Carcept Prev pour pousser beaucoup plus loin toutes nos actions communes. Et à la différence de la table ronde de tout à l'heure, qui disait non, pas de fusion, nous, je pense qu'on a besoin effectivement de se coordonner. Alors chacun donne nos expertises, mais d'avancer ensemble. On a des actions tous extrêmement qualitatives. On a des OP qui sont très présentes sur le sujet. Voilà, donc il faudrait qu'on arrive à se coordonner et qu'on lance en fait des opérations communes avec un calendrier de communication, avec un planning, et pour toucher nos cibles. On en parlait grâce à l'émission d'Olke, et je ne connaissais pas en fait tous les tenants et aboutissants. À force de m'y mettre, on rencontre là la semaine prochaine l'Union nationale des missions locales, mais on a énormément de choses à faire avec eux. On est vraiment dans ce rôle-là, parce qu'on sait que les demandeurs d'emploi aujourd'hui, c'est un gros problème. On forme moitié moins que ce qu'on a comme besoin dans le transport. Pourquoi ? Parce que l'enveloppe de Pôle emploi n'est pas extensible et qu'à chaque fois, on est obligé de faire de l'arbitrage. On a lancé le premier appel d'offres là pour 2022, juste sur 41% des besoins. Donc à un moment, et le sourcing est aussi un vrai problème. Avec une modification structurelle, donc en 2022, des décisions d'affectation de l'enveloppe Pôle emploi qui ne nous augurent pas non plus de résultats très satisfaisants. Donc on a besoin de se coordonner, on a besoin de se lancer. On organise des job dating là, sur mars, juin. On organise pas mal d'actions sur la marque employeur. On a un job board qui sort sur l'Opco Mobilité, donc les offres et les besoins à mettre en face. Voilà, on a énormément d'actions à faire ensemble. Bon, c'est pas tout à fait le moment où je voulais en parler, mais comme tu parles des actions à faire ensemble, vous en faites déjà.
quelques-unes, comme On par en exemple, par hasard, effectivement, tu as parlé du Big Tour, mais le Trophée des routiers. Eh ben, le Big Tour, le Trophée des routiers, c'est ce qui nous a permis, en fait, avec Benjamin de Carceps Prev, de commencer, en fait, ce démarrage de convention en se disant, ben voilà, on fait des choses ensemble. Maintenant, comment on arrive à se professionnaliser et à mettre nos moyens et à les rendre efficients sur tous les domaines possibles, en fait. Tu parlais du sourcing. Je pense que c'est un point sur lequel a beaucoup travaillé l'Aftral. Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure sur les ressources internes que vous avez commencé à développer, mais je pense que c'est effectivement là où, pour l'instant, vous aviez aussi bien mis le focus en termes d'attractivité. Alors, oui, il y a quand même des choses positives. On avance. On a vu tout à l'heure que, effectivement, il faut qu'on avance plus vite, parce qu'aujourd'hui, on a des départs en retraite. On sait qu'on a une pyramide des âges dans notre secteur qui n'est pas très favorable. On sait aussi que l'activité, le volume d'activité des entreprises du secteur augmente, et donc il faut qu'on arrive à essayer de répondre à ces besoins, parce que sinon les camions ils restent ou les cars ils restent dans la cour. Voilà. Donc alors il y a quand même des choses positives. Déjà, je voudrais dire, avec le travail qui a été fait par la branche et par tous les acteurs, aujourd'hui il est bien évident pour les gens de Pôle emploi, pour les gens des missions locales, pour les gens de l'orientation, que le secteur du transport et de la logistique recrute. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé très largement, et je peux vous dire qu'il y a quelques temps, ce n'était pas le cas. Donc il y a eu un travail de fait par tous les acteurs et qui porte ses fruits. Alors ce n'est pas suffisant. Après, il faut qu'on ait cette notion de travail au niveau de l'image, parce qu'il faut qu'on génère en fait du flux des personnes qui viennent se renseigner, qui viennent s'interroger sur et le transport, pourquoi pas. Donc ça, il y a un gros travail bien sûr au niveau du digital, la communication, la communication génère des flux. Alors pour 100 contacts qui est pris, il n'y en a peut-être qu'un au final qui va venir en formation et venir en qualification. Mais malgré tout, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ce flux-là. Voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment ce travail macro. On va essayer de toucher un grand public. Donc il y a peut-être des actions de communication sur lesquelles aussi il faut qu'on travaille au niveau de la branche, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tous les secteurs, et l'armée, si c'est le premier recruteur, il faut voir les budgets de l'armée en termes de communication. Hein, c'est énorme. Bon, alors, donc, on va essayer de faire ce travail macro, de générer effectivement de l'intérêt, de l'interrogation autour du secteur. Après, ça ne suffit pas. Après, il faut qu'on concrétise. C'est-à-dire que la personne, elle commence à se poser des questions. Donc, il faut qu'on puisse la rassurer. Donc, ça, c'est le travail qui est fait aussi au niveau local. Et là-dessus, les prescripteurs, les missions locales, les associations, tous ceux qui sont autour aussi de l'accès à l'emploi, de l'insertion, il faut qu'ils connaissent nos métiers. Et il faut qu'ils aient confiance dans les acteurs, parce que quand ils vont envoyer un jeune dans un de nos centres de formation ou bien dans la boucherie, il faut qu'il sache que si il va dans le transport, on va vraiment lui faire un projet, il va être accompagné. Derrière, il y a des entreprises, on va l'aider aussi à faire le lien avec l'entreprise et à rentrer dans l'emploi. Donc ça, c'est une notion de confiance entre les acteurs locaux, vraiment au niveau de chaque bassin d'emploi, au niveau de chaque quartier. Je vais vous donner juste un chiffre. En Ile-de-France, on avait dénombré le nombre d'intervenants sur l'orientation. C'est à peu près 1000 acteurs. Voilà. Donc, faut voir que dans le niveau de sectorisation qu'il peut y avoir, hein, il y a les mairies, il y a plein de gens qui s'occupent de ça. Il y a des gens qui s'occupent des demandeurs d'asile, il y a des gens qui s'occupent des écoles de la deuxième chance. Voilà. Donc, et c'est tout ce réseau aussi qu'il faut qu'on arrive à mieux structurer. Et là-dessus, c'est aussi en travaillant tous ensemble qu'on va arriver à créer vraiment ce lien entre tous ces acteurs qui sont des généralistes et le transport. Voilà. Donc ça se traduit quand même dans les chiffres, et je voudrais donner quand même quelques chiffres. Au niveau des centres de formation d'apprentis de l'Aftral, vous savez qu'il y a une réforme importante de l'apprentissage qui a d'une certaine façon ouvert l'apprentissage de manière beaucoup plus importante en France, hein, par rapport à ce que c'était auparavant, où il y avait tout un système administratif assez lourd. Donc cette réforme, elle nous a permis, par exemple au niveau de l'Aftral, de passer de 4500 apprentis à 8300 apprentis cette année en 2 ans. Voilà. On est passé d'à peu près 1000 jeunes en formation de conducteurs à 2500 jeunes en formation de conducteurs en apprentissage. Donc et ça, en allant chercher des jeunes par la voie de l'apprentissage,
on sait que c'est un double intérêt, c'est que quand on prend les jeunes plus jeunes, on va pouvoir plus facilement les fidéliser dans le métier, et ils vont s'inscrire dans une carrière dans le métier. Et voilà, donc ça c'est ce virus du transport qu'on va essayer de leur inculquer aussi au travers de l'alternance. Je ne sais pas si virus c'est le bon terme en ce moment, mais ah oui, c'est vrai, on m'a déjà dit que c'était pas, il valait mieux que j'évite, mais bon. Voilà, donc on va essayer vraiment de travailler aussi sur ces partenariats au niveau local, créer vraiment une relation de confiance avec tous les acteurs. En parlant de tous les acteurs, c'est pas banal qu'un syndicat s'intéresse à cette question qui n'est pas forcément dans votre ADN, cette question d'attractivité. Pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est quoi vos marges de manœuvre? Alors bizarrement, je ne sais pas si dans les syndicats l'attractivité est dans l'ADN ou pas, mais en tout cas dans le transport, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été par l'application de la CFTC dans l'ensemble des structures du transport et dans l'implication qu'elle a eue pour l'attractivité des métiers, pour défendre le métier. Donc ça, on l'a toujours fait. J'allais dire que nous, ce qu'on veut, c'est arriver à donner l'envie. Mais il ne faut pas mentir. Si on donne l'envie, c'est que derrière, on a les moyens de nos choix. On a les moyens, effectivement, de montrer ça. On a des chances inouïes dans le transport. Et on l'a vu durant les 2 dernières journées qu'on vient d'avoir avec l'équipe. On n'a que des salariés passionnés de ce qu'ils font. Ils sont passionnés de leur métier. Quand on parle avec eux, et souvent ça nous arrive en tant que syndicat, on convoque nos représentants, on leur demande de venir, et puis nos représentants, bien sûr, ils sont du transport routier, par exemple, mais dans les transports routiers, on a plusieurs entreprises, des grosses, des petites. Quand on parle avec nos délégués de leur entreprise et que nous, fédération, on les pique un peu, on les attaque un petit peu. Mais je peux vous assurer une chose, les meilleurs défenseurs des entreprises, ce sont les salariés eux-mêmes. Parce qu'ils aiment leur métier et généralement, eux, ils peuvent mal parler de leur entreprise, mais nous, on n'a pas trop le droit. Vous voyez, ils sont comme ça dans le transport routier. C'est un peu antinomique, mais c'est comme ça parce qu'ils aiment leur profession avant tout. Et on le voit parce que nous, au niveau de la fédération, comme le disait tout à l'heure, donc au niveau des manifestations qui sont faites, on participe au Big Tour. On a participé, vous l'avez vu dans le clip, aux 24 heures du Mans, et largement participé. Hein. On avait le stand, on avait tout. On a eu énormément de gens qui sont venus. On participe également donc avec les représentants de la fédération dans les grandes écoles. On fait des interventions pour parler de transport avec des salariés qui font des Master 1, Master 2. On fait des cours également pour leur parler du transport routier et qu'on a besoin aussi de ce savoir-là, on a besoin de ces compétences-là. C'est les métiers qu'on leur avait jamais proposés, c'est pas ceux-là du tout qu'on leur proposait. Hein. Mais je peux vous assurer que quand ils rentrent dedans, et on le voit quand ils vont à l'Istelli ou autre, quand ils rentrent dedans, ils aiment le transport, ils ont envie de travailler dans le transport. On a une chance inouïe également, c'est que depuis des années, on a une protection sociale impressionnante dans le transport. CARCEP, qui a été créé il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, c'était totalement à la marge par rapport à ce qui se faisait ailleurs. On était précurseurs sur ce coup-là. Et la protection des salariés qu'on a pu mettre en place par la protection sociale, parce que le dialogue social, on a toujours plus l'aboutir dans la protection sociale, malheureusement, qu'au niveau des salaires, comme je le disais tout à l'heure, ou au niveau d'un 13e mois éventuel ou de choses comme ça. Ça, on a beaucoup de mal, parce que là, on parle pognon pur. Quand on parle protection sociale, on parle couverture en général, et couverture également de l'entreprise par rapport aux risques que générait l'entreprise si elle n'avait pas du tout de protection sociale. Donc du coup, ça passe mieux, la protection des risques. Mais il est évident que l'évolution de la profession, sur laquelle on va devoir se poser aujourd'hui, elle est primordiale pour demain. Donc j'allais dire, attirer les gens, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est les garder. C'est les garder dans la profession, parce que la formation professionnelle coûte cher, parce que c'est terrible de créer un espoir et de le trahir. Et je peux vous assurer que quand on a des professionnels du transport, et quels que soient les métiers qu'on a ici, qui font une formation, qui obtiennent leur formation, qui obtiennent le diplôme, qui vont travailler, et qui au bout, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OPTL, qu'au bout de 7 ans, ils arrêtent la profession, c'est terrible, parce que c'est un échec. C'est un échec pour tout le monde, pour tout ce que nous on a investi, et pour eux-mêmes.
Donc ça, c'est hyper important de les garder également. Créons les moyens de garder. Et les moyens de garder, c'est je vais travailler avec plaisir. Il y a même une camarade, je le redis parce que j'ai adoré son clip, qui l'a dit elle-même. On va travailler avec plaisir, mais mes amis, on ne travaille pas pour le plaisir. Référence culturelle en même temps, en passant. Monsieur Dole, 2 petites questions. Une, alors, merci, parce que Maxime avait fait la transition vers la 3e partie, mais j'ai quand même une question avant, parce qu'on l'a bien vu, tous les acteurs présents, développent déjà des initiatives très fortes et parfois mettent beaucoup de budget et avec effectivement une réussite, comme on a pu le voir notamment avec les interventions OPCO-AFTRAL. Mais ils soulignent tous l'importance de se réunir et d'avoir une politique peut-être de branche dans cette politique, dans cette recherche d'attractivité. Est-ce que c'est effectivement une solution? Est-ce que c'est la solution de se réunir pour pouvoir avoir un budget plus important, des actions beaucoup plus impactantes? Et comment on fait? Parce que on en parle, enfin sans vous, on le sait, on en parle depuis longtemps, de faire de s'aligner, de faire ensemble, etc. Comment on fait concrètement? Est-ce que ça veut dire créer encore une structure qui réunit tout le monde et qui permette d'avoir une planification effectivement d'une politique d'attractivité commune, cohérente, où l'ensemble... Alors ça veut dire aussi accepter de faire ensemble et de pas chacun effectivement préserver son précaré. Ça c'est aussi autre chose qu'il va falloir essayer de trouver. Est-ce que donc ça, est-ce que c'est souhaitable et comment on le fait de manière pratico-pratique pour que ça fonctionne enfin? Et j'en profite pour poser ma 2e question qui est sur la fidélisation, parce que je pense qu'effectivement, au-delà d'aller les chercher, il faut savoir les garder. Et la question c'est, qu'avez-vous préconisé dans le cadre de votre mission sur cette partie fidélisation? Alors, sur le premier point, je m'appuierai pas tellement sur les travaux qu'on vient de mener, en partie, parce qu'ils sont extrêmement éclairants, mais bon, sur l'expérience dégagée par différents travaux qu'on a pu conduire. Par exemple, le reclassement des Boris, qui est quand même une entreprise que tout le monde connaît ici, qui a été connue. On a reclassé 5000 personnes, France entière. Il y avait 87 bassins d'emploi concernés. Donc là, quand on est dans des processus comme cela, on observe ce qui se passe sur les territoires. En fin de compte, on est dans des démarches de résolution pour lesquelles on a une multiplicité d'acteurs. Et je vais prendre une image. Quand vous voulez faire avancer un bateau, je parle d'une barque. À Marseille, on a des barques. Des barques en bois. Il n'y a pas de cabine, mais vous avez un moteur et là où je veux en venir, vous avez un arbre, une hélice. Pour que le bateau avance, il faut déjà que les pales, elles constituent l'hélice. Et puis, autant qu'à faire, autant qu'elle tourne dans le bon sens. Bon, c'est ça notre sujet, en fait. On a une multiplicité d'opérateurs, il faut les rassembler et leur donner un mouvement, leur donner du sens. Alors, il me semble qu'on a des facteurs qui sont favorables. On a une réforme qui est intervenue, celle de 2018, mais qui a été précédée par celle de 2014. Et en fait, ces 2 réformes successives ont donné à la branche des moyens et des pouvoirs qu'elle n'avait pas. Pouvoir politique et des moyens opérationnels importants qui rejoignent votre 2e question, donc je ne vais pas développer, on y reviendra juste après. Ensuite, l'expérience montre que d'un territoire à l'autre, il faut un leadership, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Moi, l'expérience que j'ai de ces questions, c'est j'ai été dans les Hauts-de-France, j'ai été frappé par une initiative qui avait été conduite sur la métropole, et en fait, le leadership était exercé par un patron d'entreprise qui s'appelle Bruno Bonduel, qui est décédé depuis, qui a constitué le groupe que vous connaissez tous. Et en fait, autour de lui, tous les acteurs travaillaient. Parce qu'on était dans l'intérêt général et qu'on savait faire quelque part la part des choses et ne pas être dans ces situations de concurrence stérile qui parfois sont entretenues depuis fort longtemps et qui affaiblissent. Mais l'expérience montre que celui qui peut catalyser, qui peut piloter, il faut qu'il soit reconnu légitime. Et d'un territoire à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc moi j'ai pris l'habitude, de ce point de vue-là, de toujours faire une analyse systémique, de voir qui a les compétences. Donc ça, c'est pas trop difficile. On fait la cartographie des compétences. Et ensuite, on regarde dans le territoire qui peut porter la légitimité d'un travail collectif. Parfois, c'est un chef d'entreprise, parfois, c'est un élu, quelquefois, c'est des préfets, parfois, c'est une collectivité, c'est assez souvent.
Mais l'important, c'est que celui qui exerce cette mission n'ait pas une vision, comment dire, trop directive et régalienne. Il faut qu'il soit dans la valorisation de chacun. Dès l'instant qu'on a cette règle du jeu qui est appliquée, on arrive à avancer. Et comme l'a dit Loïc Charbonnier tout à l'heure, il faut travailler au plus près, dans la proximité. Moi, ce que j'essaie de faire dans ce diagnostic, vous le savez tous, c'est de m'attacher à des questions d'opérationnalité. Parce qu'on peut faire une approche globale, intelligente, structurée, séduisante. On apprend ça à faire dans les écoles de commerce, hein, avec, vous savez, les risques et les opportunités. Bon, les diagrammes, on les connaît tous. Quel intérêt? Ce qui est intéressant, c'est d'aller au fond des choses et donc de regarder où sont les freins et à partir de là, par une multiplicité de petites actions, prendre les problèmes dans la bonne direction. On ne manque pas de moyens. Tout à l'heure, Isabelle disait, on n'a que 45% de niveau de financement pour répondre aux besoins que nous avons identifiés. Bah, à côté de ça, on a un haut commissariat aux compétences qui, sur cette mandature, a engagé 15 milliards d'euros pour la formation des demandeurs d'emploi. Il l'a fait pour 50% avec les régions, parce que 50% de ces crédits ont été mis à disposition des régions. Et moi, dans le travail que j'ai fait pour la branche des transports, avec tous les secteurs, avec les services de Pôle emploi et des missions locales, j'ai pu observer qu'il n'y avait pas de problème de financement. Il y a un déficit d'anticipation, ça a été rappelé également par certains d'entre vous. C'est-à-dire que comme on n'anticipe pas assez, le jour où on a les réponses au niveau des budgets, on se dépêche de mettre en place les actions, parce que les entreprises attendent évidemment des gens qualifiés. Et en fait, on oublie de faire ce qui a été rappelé par plusieurs d'entre vous tout à l'heure, c'est de faire un sourcing de qualité. Un sourcing, c'est-à-dire trouver des personnes qui ont envie de venir vers ces métiers, mais ça ne se trouve pas, excusez-moi l'expression, sous les sabots d'un cheval, ça se prépare. Parce que faire un choix, ce n'est pas faire un choix entre un et un. C'est avoir plusieurs champs possibles, et faire un choix, c'est quelque part savoir pourquoi on choisit les métiers de transport. On en connaît les éléments positifs. Bon, dans tous les métiers, on a des contraintes. On y reviendra peut-être sur l'aspect fidélisation. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours quelque part des gens intéressés par un métier. Le tout, c'est de les trouver, c'est de faire en sorte que dans la recherche, on puisse le révéler. Et ça demande du temps. Ça veut dire bon, toutes les techniques que vous connaissez, les mises en situation professionnelle, la confrontation au milieu, les accueils en entreprise, en centre de formation, la manipulation, hein, le fait de travailler aussi avec des simulateurs. Les simulateurs de conduite, ça intéresse aussi. Bon, on ne manque pas de moyens ni de techniques. Par contre, on manque de temps, parce qu'en fait, quand on n'anticipe pas suffisamment, moi, ce que j'ai proposé sur cette question, je pense que c'est une idée force. Ce n'est pas parce que je l'ai fait, ça n'a rien à voir. Travailler sur 2 ans. C'est-à-dire que toutes les entreprises de transport savent effectivement, globalement, qui risque de partir en retraite dans les années qui viennent. Alors on n'en est pas certain, c'est des décisions individuelles. Mais on connaît la pyramide des âges, on connaît les flux d'entrée et de sortie. Ce sont des choses qu'on peut prévoir. Et d'ailleurs, les régions font ça très bien. Moi, je vis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait 20 ans qu'on fait un travail analytique, bassin par bassin, de ces questions. Les flux d'entrée, les flux de sortie, les mouvements d'emploi et de formation en reconversion, tout ça est analysé, c'est disponible. Je pense que toutes les régions de France le font aujourd'hui. Donc la véritable question, c'est donc d'anticiper et de faire en sorte qu'après, les acheteurs publics fassent leur métier. Moi, j'ai été acheteur public, j'ai dirigé le fonds paritaire, on a fait des achats en bon de commande, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Ça demande de faire de la sélection à l'avance et de confirmer les commandes quand on a les budgets. Et en procédant de cette façon-là, on peut faire, y compris pour les organismes de formation, ça les sécurise, faire du travail anticipé, ça leur permet de faire des investissements, de recruter des formateurs. En fin de compte, ça consolide le travail de tous. Pôle emploi me disait à Marseille, puisque c'est à Marseille que la direction régionale de Pôle emploi est pilote sur ces questions, pour toute la France, sur les aspects transport, il faut en fait en réalité 3 mois pour faire un sourcing de qualité. Eh bien, donnons-leur les 3 mois. Donnons-leur le temps de faire le travail. Sinon, on fait tout à l'arrache. Et donc, il ne faut pas s'étonner de voir ce qui m'a été rappelé à maintes et maintes reprises.
Mais ce n'est pas que dans la profession des transports, malheureusement, c'est aussi le cas dans d'autres. Des personnes qui découvrent en conduisant en formation que finalement ça ne les intéresse pas, donc on a dépensé des moyens, du temps, de l'argent pour rien, et c'est une déception pour tous. Voilà, donc le maître mot, je crois, à ce stade, c'est un pilotage aux proximités, ne pas avoir un esprit de système, peu importe ce qui pilote, c'est quelqu'un qui travaille dans l'intérêt de tous et qui est reconnu par les autres. Et ça, on y arrive. On arrive toujours à trouver. Et si on ne trouve pas, les entreprises, elles savent. Moi, j'ai souvenir que sur des dispositifs qu'on a gérés dans les années 90, on avait, bon, peu importe comment ça s'appelait, on disait les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les services de l'État sont sur un même objet. Mais en fait, peu importe qui est sollicité, du moment que, une fois que la sollicitation est faite, on met en commun. On a su faire ça par le passé. On peut recommencer, c'est pas difficile. Vous voulez que je réponde au deuxième point? Oui, je veux bien, rapidement. Alors, sur la fidélisation, très rapidement, d'abord dire que ce que Maxime a dit tout à l'heure, bon, c'est la réalité, en fait, sur laquelle tout se joue. D'abord, une branche professionnelle, ce sont les acteurs paritaires négociateurs d'une convention collective. Autrement dit, il faut se souvenir qu'au plan du droit, cet élément-là est essentiel puisque la convention collective a déterminé la classification, donc une échelle d'évolution possible, bien sûr des rémunérations, mais également aujourd'hui, dans le cadre négocié, on définit les objets de contrat d'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. On discute également des niveaux de coût contrat, même si tout cela est concerté avec France Compétences. C'est quand même bien au niveau de la branche que ces questions-là sont d'abord regardées. Donc moi, je dis aux branches professionnelles, ce qu'ils m'ont déjà entendu dire certains d'entre vous dans la salle, prenez le pouvoir, on vous l'a donné, prenez-le, exercez-le. Alors c'est nouveau, il y a des choses qui sont nouvelles. Quand on a rencontré le ministère de l'Éducation nationale, les professionnels présents étaient stupéfaits d'entendre de la bouche des hauts fonctionnaires de la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement secondaire, qui est une direction très solide et puissante à l'éducation nationale, dire qu'ils ne pouvaient pas publier un diplôme sans l'accord de la branche. Le droit dit que vous ne pouvez pas publier un diplôme sans accord de la branche. Conséquence sur notre sujet, on parle des ambulanciers et on a un sujet qui traîne, qui est celui du niveau où on va placer la barre. Bon, alors comme on a eu l'aimable attention de me demander qu'est-ce que j'en pensais, j'ai regardé au niveau international, au niveau de l'Union européenne, ce qui se faisait. J'ai regardé quels étaient les flux d'entrée. La majorité des jeunes qui rentrent ont le bac. Donc c'est une question de bon sens. Essayons de mettre la barre au niveau du bac, au niveau 4. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Bon, je ne dis pas que j'ai forcément raison, mais j'essaye d'avoir un raisonnement logique. Si je reviens à la question du pouvoir de la branche, si la branche paritaire, si les organisations professionnelles et syndicales se mettent d'accord pour dire au ministère de la Santé, nous voulons que le diplôme d'état d'ambulancier, qui est en discussion encore, je crois, soit au niveau 4, eh bien, le ministère de la Santé ne peut pas aller à l'encontre puisque la loi prévoit bien que le diplôme soit publié sur avis conforme de la branche. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un recours devant le tribunal administratif et le Conseil d'État. Bon, j'ai déjà indiqué cette solution. C'est pour dire que, en fin de compte, la question de la fidélisation, c'est d'avoir un avenir, on parlait du sens tout à l'heure, c'est le sens du travail, et après, c'est les conditions dans lesquelles je vais pouvoir évoluer. Tous les jeunes se posent ces questions-là. C'est pas très grave, là je m'écarte de ce qu'a dit Maxime sur le fait qu'au bout de 8 ans, les gens peuvent partir. Il n'y a pas que dans les transports. Regardez les études que le CEREC publie, c'est une donnée assez fréquente. Ce qui est important, c'est qu'ils ne le perdent pas, ce qu'ils ont acquis, et qu'ils puissent rebondir, évoluer. Ce que la profession des transports propose, ce sont des passerelles, et c'est intelligent, parce que ça permet en fait ce schéma d'évolution. Soit c'est une évolution dans la branche, soit c'est une évolution vers un autre métier. Et là, la certification, le diplôme a son importance. Donc tout cela, c'est négocié par la branche.
Et donc la branche a les moyens de définir des cadres d'évolution. C'est un travail exigeant. L'observatoire, l'OPTL, permet d'éclairer. Et pour reprendre un autre exemple, on a discuté avec la Caisse nationale d'assurance maladie, ça fait partie des propositions que j'ai faites, pour prendre en compte ce qui est en discussion aujourd'hui, malheureusement, avec l'actualité. Bon, ça revient aussi dans la figure pour d'autres raisons. C'est en fin de compte la prise en compte de la grande dépendance et du handicap. Nous avons en France 12 millions de personnes handicapées et en dépendance. Eh bien, pour ces personnes-là, la Caisse nationale d'assurance maladie dit si nous avons un dépistage précoce de la maladie, nous faisons des économies en aval. C'est pas moi qui l'ai inventé, elle me l'a dit. Et je l'ai partagé avec les acteurs de la branche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Caisse nationale d'assurance maladie est d'accord pour discuter avec la branche d'un cadre nouveau financier de tarification. Dès l'instant que ce qui est proposé chez les ambulanciers, c'est de dire on va utiliser des moyens embarqués, des moyens de télémédecine par exemple, en liaison évidemment avec des personnels qualifiés des médecins. Et donc partant de là, on enrichit les compétences et ça veut dire qu'il faut les reconnaître dans des classifications. Donc tous les changements qui ont été énoncés tout à l'heure, que ce soit au plan énergétique, au plan de la motorisation, l'émergence de l'hydrogène par exemple, tout cela va amener des éléments nouveaux dont il faut s'emparer pour revoir dans les classifications des capacités à évoluer, à reconnaître par une échelle d'évolution les progressions. Et c'est ça qui permet de fidéliser des salariés et de se sentir reconnus. Voilà, après, merci. Je suis désolée, là je me fais disputer par Thierry, il a bien raison. On prend vraiment beaucoup de temps et je dois encore faire intervenir quand même, notamment Isabelle. Alors je suis un peu orpheline de mon représentant patronal du coup. Excuse-moi, tu as joué ce rôle parce que vous êtes en contact. Je suis multicasquette aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Vous êtes en contact régulièrement avec les entreprises. Donc, est-ce que, à ton sens, ils ont pris la mesure de ce besoin de fidélisation des salariés? Alors, complètement. En fait, j'ai énormément de réunions, de points avec des grosses structures là, ces derniers mois, qui étaient un peu partie de la formation professionnelle ces dernières années. Bon, on a eu une réforme systémique en 2018, on le rappelait. Et là, en fait, ils travaillent sur des questions de QVT. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'on est passé de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC à la GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Et donc ça, c'est vraiment une valorisation des métiers et qui sert vraiment à une fidélisation, et ils l'ont vraiment pris. La notion du handicap aussi, de féminisation. Non, il y a vraiment, je pense, un déclic qui s'est fait dans beaucoup de grosses structures. Il y a aussi la question, on en a parlé, je ne sais plus si c'est Maxime, je crois que c'est toi Maxime qui en a parlé en début de table ronde sur l'importance de la protection sociale. Alors peut-être effectivement moins dans l'attractivité, mais surtout dans la fidélisation, Christian. Vous avez la chance d'avoir CARSEPREV, l'IPRI, enfin voilà, il y a quand même énormément de choses qui sont... Alors dans l'attractivité aussi, on voit aujourd'hui quand on fait des enquêtes... au niveau de nos branches, et particulièrement au niveau du transport, puisque chez Clésia, je vous rappelle, le donjon dans le château Clésia, c'est le transport. Et dans cette démarche-là, on voit qu'en matière d'attractivité comme en matière d'évolution, bien évidemment, le salaire est une partie prenante de la composition d'un engagement, enfin, quelque part, mais tout ce schéma de sens et de protection sont devant, ou en tout cas ne peuvent pas être exclus alors qu'on en parlait peu avant. Donc je dirais la mise en avant de ce qui est fait, notamment par les organisations professionnelles et syndicales, la CFTC et les autres, montre dans notre outil Clésia, CARSEPREV, le cas échéant, ce qui a été fait dans le passé, années 80, l'inaptitude à la conduite, notamment, ou aujourd'hui tout ce qui a été fait dans la réforme de la prévoyance lourde, avec tout un programme qui s'appelle « Transportez-vous bien », que vous connaissez dans la salle, sont des éléments qui sont extrêmement attractifs, je dirais, de la différenciation d'un secteur par rapport à un autre. Et là, il est très clair que le fait d'avoir décidé que ces programmes et ces protections
ne soit pas géré par des acteurs en dehors du transport, acteurs lucratifs classiques, mais par des acteurs sur lesquels vous êtes à la gouvernance, où la CFTC gère directement ces sujets-là, montre que les meilleurs ambassadeurs ne sont pas des commerciaux de la CARSAPREV. Les meilleurs ambassadeurs de ce sujet-là, c'est vous toutes et tous qui êtes dans la salle, de façon très clairement à montrer ce socle, je dirais, d'évolution dans ce sujet-là. Et quand on parle, Maxime le disait, des négociations de branche, inévitablement, lorsqu'il peut y avoir la difficulté de faire la rue Michel entre des revendications salariales et des logiques de modération patronale, la chose est un peu plus virile d'après ce que je vois dans les négociations, qu'est-ce qu'on constate? On constate que souvent la protection sociale est un élément qui finalement permet de conjuguer des aspirations communes, employeurs et salariés, qui tournent à la fois à l'attractivité et à la fidélisation. Le programme, on parlait de prévention, enfin tous ces sujets-là, je reparle de ce programme Transportez-vous bien, montre qu'aujourd'hui, dans d'autres branches, ça n'existe pas. Le fait d'avoir des consultations prévention dans la branche transport, qui sont quand même une facturation à 125 € d'un médecin pendant 1 heure. Ça, souvent, c'est proposé au cadre sup des entreprises, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est hors schéma sécu classique. Donc, on est dans le schéma VIP de s'occuper de nos personnes dans ce sujet-là. Là, le transport est en avance. Il y a des sujets, par contre, sur lesquels le transport a encore des marges de progrès à faire. Il y a tout un sujet en matière de complémentaire santé sur lequel les niveaux conventionnels sont aujourd'hui plutôt bas par rapport à d'autres schémas d'attractivité dans d'autres branches. On a une branche sur la partie qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est plutôt vieillissante dans son âge moyen. On a du mal à recruter et heureusement qu'on fidélise, mais sur lequel arrivent des pathologies de maladies de long terme. Et on a des branches qui sont très clairement équipées depuis des années alors que le transport conventionnellement ne l'est pas encore. Donc j'ose croire que les négociations annuelles arriveront à faire des progrès dans ce sens qui concourent à la fois à la protection du secteur, et qui est un peu en retard sur ces sujets-là, et aussi à renforcer cette logique d'attractivité lorsque l'on fait des enquêtes d'opinion vis-à-vis de nos jeunes, hein, je pense à l'apprentissage, on y retrouve le sens, la fierté, et le reste. À l'époque, on disait les RTT, vous vous rappelez? Bon, mais le reste, et là, qu'est-ce qui vient en avant? C'est la protection sociale. Très clairement. Alors, est-ce que la chose est remontée dans les sondages à cause de cette période de difficultés sanitaires et pas de ce que voit le jeune, mais très clairement de ce qu'il voit dans sa famille par rapport à quelqu'un qui est bien équipé, qui est bien accompagné dans des maladies pas courantes, mais des maladies plutôt lourdes, des arrêts de travail longs. Hein, c'est le sujet ou sur lequel la famille se retrouvait totalement démunie et par rapport à toutes les solutions que l'on peut mettre en avant. Donc toute cette logique, la famille, autour de ce programme Transportez-vous bien, je pense qu'on en avance et là, je vous remercie toutes et tous d'en être encore les ambassadeurs dans vos entreprises et je pense que collectivement, employeurs et salariés vont travailler encore à améliorer ce socle pour renforcer cette attractivité. Et puis après, on l'a dit, c'est le faire savoir dans cette disposition. Et là, je pense qu'on a tous compris qu'il faut qu'on se bouge un peu mais j'aime pas trop les rimes en S, donc on va essayer de trouver autre chose dans ce dispositif. Pour enfin terminer, et puis je ne parlerai plus parce que je vais dépasser mes 3 minutes, ce que disait Thierry, il fallait absolument que je lui sorte une citation historique. Il y avait un certain Sir Spencer Winston Churchill qui a su pas mal finalement gérer les crises. Et très clairement, dans cet aujourd'hui construisons demain, il disait prenons le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Donc je pense que ça peut être un bon leitmotiv dans ces dispositions-là, mon cher Thierry. Voilà.
Bon, voilà un pari rempli. Avant la conclusion par Maxime, juste Loïc, peut-être protéger les salariés du transport, au-delà de la protection sociale, c'est peut-être aussi anticiper l'évolution de leur métier. Je pense qu'il y a une grosse inquiétude qui est de se dire, quand tu vas dans la branche transport, quel sera l'avenir de mon métier? Est-ce que j'ai un avenir dans ce secteur? Et peut-être, est-ce que l'AFTRAL prend en considération cela et rassure sur cet aspect? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'évolution des métiers, on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans une précédente table ronde, je pense que la disparition du conducteur dans le véhicule, elle n'est pas pour demain. Et je pense qu'on sera autour de cette table pas mal à être à la retraite quand peut-être ça arrivera un jour. Peut-être. Je vais prendre un exemple quand même. Les métros, on peut les automatiser quand même depuis assez longtemps. Ils sont en site propre. Regardez le nombre de lignes automatisées à Paris. Voilà. Donc avant qu'il y ait un camion sur une route vicinale ou départementale qui n'ait pas de conducteur à bord, je pense que voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de faire peur aux gens avec ce genre de choses. Il y a des aides à la conduite. Et effectivement, il y a une digitalisation des métiers qui est là et dans tous les métiers d'ailleurs, et sur lesquels effectivement on adapte les formations. Et puisqu'on parlait aussi de fidélisation, moi je voudrais peut-être souligner tout particulièrement que notre secteur, il a quand même vraiment de belles vertus, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le CV ou le diplôme qui permet une évolution professionnelle, c'est vraiment l'envie, le projet de chacun, et avec plein de possibilités. Et aujourd'hui, il y a un outil que vous avez tous dans votre smartphone qui s'appelle le CPF, compte personnel de formation. Vous avez peut-être jusqu'à 4 000 € aujourd'hui sur votre CPF. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses, et vous pouvez évoluer dans votre métier. Quand on est dans la distribution urbaine, on peut passer un permis CE pour passer sur de la grande distance. On peut passer une formation matière dangereuse qui va permettre aussi d'être sur d'autres types de services. On peut passer un CACES, on peut passer... Voilà. Donc il y a déjà aujourd'hui... Et ça, c'est accessible sur votre smartphone du jour au lendemain. Voilà. Donc ça, c'est quand même un outil quand même nouveau qui permet aussi d'évoluer dans le métier et peut-être à un moment donné d'avoir une certaine lassitude et de passer sur autre chose qui permet de se redonner un nouvel élan. Mais notre secteur, il offre aussi d'autres opportunités d'évolution. On peut passer de la conduite vers l'exploitation, on peut passer de la logistique vers la conduite. Voilà. Il y a quand même plein de passerelles qui sont possibles sur le métier, sur la géographie, puisque bien sûr les entreprises, elles sont sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est quand même des atouts, je pense qu'on peut mettre en avant. Et je dirais même peut-être, pour terminer, on a parlé du handicap tout à l'heure, c'est aussi une profession qui accueille vraiment volontiers les personnes en situation de handicap. Vous savez qu'à l'initiative d'ailleurs des fédérations professionnelles bretonnes, il y a un dispositif qui maintenant se déploie sur l'ensemble du territoire qui permet à quelqu'un qui a perdu l'usage d'un bras, d'une jambe, de pouvoir repasser son permis de conduire et de pouvoir revenir sur le métier. Et moi, pour avoir rencontré des personnes comme ça faisait 10 ans, le gars il était conducteur, il a eu un accident, pendant 10 ans, il n'a pas su trouver sa voie. Voilà. Après avoir trouvé son handicap, et grâce à cette formule, il est revenu dans le métier qu'il aimait. Ben, ça, c'est quand même super. Voilà. Donc ça, et là-dessus, vous en parlez à la GFIP, ils vous disent le transport aujourd'hui, vous êtes en avance sur d'autres secteurs, sur toutes ces thématiques. Voilà. Donc c'est aussi le fait de passer sur des métiers d'exploitation pour des personnes qui ont aussi d'autres handicaps. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit même que la fidélisation, elle peut aussi s'inscrire à la suite d'accidents de la vie. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être aussi mettre en avant quand même toutes les initiatives du secteur et qui je pense, nous permettent quand même de voir plutôt le verre à moitié vide. Pardon. À moitié plein, s'il te plaît. À moitié plein, pardon. Et de se dire que certes, il y a des besoins, certes, il y a des difficultés, mais certes, il y a aussi des solutions, il y a des avancées. Et finalement, on est dans cette voie d'évolution. Et le fait que vous soyez tous présents à cette table ronde aussi en est le témoin. Maxime, en conclusion, peut-être je vais te laisser avoir le mot de la fin sur cette partie. Oui, écoute, en conclusion, ce qu'on peut dire, et je vais rejoindre, je vais aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Loïc, c'est qu'on a quand même une chance dans la profession, c'est d'abord que 90% de l'ensemble des formations professionnelles qu'on fait sont des formations obligatoires. Ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose pour faire d'autres styles de formation. Or, on a quand même, si on veut encore fidéliser le personnel, on a effectivement des obligations qui sont celles de l'employeur, maintien au poste de travail et évolution au poste de travail, c'est les obligations. Mais quand on a des obligations de ce type-là,
et qu'on a bouffé 90% d'une enveloppe. C'est beau comme mot de le dire, j'ai l'obligation de, mais il est compliqué de le faire. Et bien là, effectivement, et je vais reprendre le CPF, avec le compte personnel de formation, on a effectivement mis un outil qui permet aux salariés de dire s'il a bien évidemment ses entretiens professionnels qui ont été réalisés comme il le faut, parce que c'est là aussi qu'on arrive à faire matcher les intérêts de l'entreprise et les intérêts propres du salarié dans l'entreprise. Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Est-ce que j'ai envie de faire une formation ou pas? C'est lors de ces entretiens professionnels que tout ça doivent, normalement, et c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, se mettre en place. Donc à partir du moment où ils l'ont fait, là on peut effectivement conjuguer les intérêts qui sont des intérêts partagés par l'entreprise et par le salarié, de dire, bah, écoute, voilà, moi, il me reste sur mon plan de formation, enfin sur maintenant mon plan de développement des compétences, puisqu'il n'y a plus de formation, sur mon plan de développement des compétences, il me reste effectivement très peu d'argent pour faire partir un nombre de salariés sur autre chose que mes obligatoires. Donc je peux en faire partir peut-être 2 ou 3. Mais là, lors de mes entretiens, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait au moins une dizaine de personnes qui voulaient évoluer dans l'entreprise ou qui voulaient faire une formation sur autre chose. Et bien si on couple ce que moi, il me reste dans mon plan pour cette année, et le CPF, une partie du CPF, moyennant bien évidemment, nous la CFTC là-dessus, on a vraiment quelque chose de très important, c'est qu'on a prévu de faire des contrats individuels entre le CPF qui appartient qu'aux salariés et l'entreprise qui pourrait en disposer avec l'accord bien évidemment du salarié, de faire un contrat mano-mano en expliquant comment je vais l'utiliser et comment bien évidemment j'aurai un retour sur investissement, parce que je ne vais pas le faire pour rien non plus, hein. C'est quand même mon pognon à moi. Hein. Donc je vais le faire comme ça. Et à partir de ce moment-là, au lieu que ce soit 2 ou 3 personnes que je fasse partir cette année, ben, je peux en faire partir 4-5. Et tu ne dois plus attendre 5 ans ou 6 ans pour partir en formation, mais tu n'attendras peut-être que 2 ans ou 3 ans. Tout le monde y gagne. Et là, on a effectivement quelque chose qui va dans l'attractivité, qui va dans la fidélisation du salarié. Parce que si j'ai passé mon diplôme avec ce co-investissement qu'on fait tous les deux, avec cette co-construction qu'on fait tous les deux, bien évidemment, ce n'est pas pour partir dans 1 an. C'est évident, parce qu'il faudrait que je sois bête. J'ai mis du pognon et je ne le vois plus après. J'ai envie de le voir comment il progresse quand même, mon argent. Donc, résultat des courses, je vais rester parce que j'aurai, avec l'entreprise, j'aurai regardé comment, effectivement, je vais valoriser ça. Et bien, tout ça, effectivement, c'est plutôt quelque chose qui, dans le transport, peut être quelque chose d'extrêmement porteur pour l'avenir et de fidélisation aussi des salariés. La formation professionnelle, et je le redis, l'entretien professionnel, de toute façon, c'est clair, hein, les amis, hein, pour ceux qui n'ont pas eu leur entretien professionnel comme ça avait dû se faire, vous êtes sûrs, dans maintenant 1 mois, d'avoir 3 000 € en plus sur votre compte cpfformation.fr. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous me téléphonez, je vous expliquerai comment aller les chercher. Merci Maxime. Donc deux points en réalité. 1, travailler ensemble. Oui, pardon. Donc 2 points effectivement, réussir à travailler ensemble et être innovant et faire savoir surtout. C'est les 2 points vraiment importants, je pense, en conclusion de cette table ronde-là. Merci beaucoup à vous. Désolée de vous avoir un peu pressé, mais c'est toujours court, toujours trop court, j'en suis désolée. Je vais laisser, c'est la fin des tables rondes. Merci à tous de les avoir suivis. Je vais laisser la parole à Thierry pour un moment un petit peu important dans le congrès. Je vois pas Guillaume. Il est là, non? Tu l'appelles? Ok. Bon, on va... Merci alors pour les tables rondes et pour les intervenants, hein, les 3 tables rondes, bien sûr. Tables rondes de qualité qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été parlés hier après-midi lors de notre rapport d'orientation et qui nous permettent peut-être à réfléchir à ce qui a été dit en même temps tantôt pour certaines articulations. Merci à vous et de toute façon on se retrouvera pour certains tout à l'heure dans notre moment festif. Eh ben, ça a été beaucoup parlé, hein, ces vidéos. On va tout de suite en voir une
d'un autre militant qui parlait de son métier, et c'était en l'occurrence Freddy sur la logistique. Vidéo. À la CFTC Transport, on prône les valeurs de la solidarité, des valeurs humaines, de la confiance et du respect. Je suis Freddy Trollet, je suis délégué syndical central dans l'entreprise Kuehne+Nagel SAS, qui comprend les activités de logistique contractuelle, du fret aérien, du fret maritime et des activités douanières que l'on appelle le forwarding. Mon activité consiste à négocier l'ensemble des accords d'entreprise sur l'ensemble des sites Kuehne+Nagel SAS pour la CFTC. Je rencontre les délégués syndicaux de ces établissements ainsi que les salariés. En France, Kuehne+Nagel SAS est constitué d'environ 40 sites logistiques et de 30 sites aériens et maritimes. Aujourd'hui, la CFTC, au niveau de la Fédération des transports, peut apporter des garanties juridiques à l'ensemble des personnes qui sont syndiquées. Certains des salariés ont parfois des interrogations sur leurs jours de congé, sur des modifications horaires ou éventuellement des jours de repos. Et à partir de là, on essaye de leur apporter des réponses de code du travail ou de la convention collective, une réponse juridique le plus rapidement possible. Et pour les conducteurs routiers, ambulanciers ou autocaristes, leur apporter des garanties perte de points pour les rassurer dans leur métier qu'ils exercent au quotidien. Pour les plus jeunes, ou les salariés qui viennent d'intégrer l'entreprise, je leur dirais que se syndiquer, c'est aussi à la CFTC les accompagner tout au long de son parcours professionnel vers des évolutions de poste ou vers de nouveaux métiers, de par leur CPF éventuellement. Et nous avons aussi développé un compte CFTC Kuehne+Nagel sur Facebook, ainsi qu'un WhatsApp. Ce WhatsApp permet de réunir l'ensemble des délégués syndicaux de tous les établissements et ils peuvent ainsi poser leurs questions en direct et j'essaye d'y rapporter une réponse très rapidement. Pour moi, le syndicat de demain va être un syndicat 2.0 où il faudra énormément communiquer et être toujours en avance sur son temps. Dans l'activité que j'exerce en tant que délégué syndical central, j'aime être au contact des salariés, de pouvoir leur apporter des réponses et de voir la satisfaction sur leur visage. Voilà, moment très important. Je vais céder la parole à Guillaume Cadard qui va vous faire participer au vote que vous attendez toutes et tous, le vote des nouveaux militants CFTC Transport 2022-2026 des conseillers fédéraux de la Fédération. Ou alors, je ne sais pas, j'entends pas en régie, mais est-ce que vous êtes prêts pour lancer les gens qui se présentent? Bon, bah, allez-y, montrez. Tu as la liste? Que je puisse les nommer à chaque fois. J'ai pas mes lunettes, mais je pense que je vais l'avoir. Ou alors, si vous pouvez les nommer en voix off. Non. Ok. Tu peux m'entendre dire ça? Non. Attends, je vais mettre mes lunettes alors. Laisse tomber. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. On peut commencer. Alors, non mais c'est bon. Premier candidat, Bruno Amiel. Deuxième candidat, Ben Saïd Azzedine. Troisième candidate, Isabelle Boumard.
Quatrième candidat, Kadar Guillaume. Cinquième candidat, Tchetou Farid. Sixième candidat, Ariane Dalfraz. Septième candidat, Dartron Anthony. Huitième candidat, Douine Thierry. Neuvième candidat, Dumont Maxime. 11e candidat, Gautrin Stéphane. 12e candidat, Gauthier Emmanuel. 13e candidat, Gélia Abdelhaïm. 14e candidat, Ikain Rachid. 15e candidat, Mousse Emmanuel. 16e candidat, Laurent Lemaire. 17e candidat, Ouglissi Roman. 18e candidat, Pétri Pascal. Pétri Pascal. Ah. Il y a un bug. Oui, Pétri Pascal en 18e candidat. Non, 18e. Non. 18e. Pétri Pascal. Ah non, il en manque. Hein. Voilà, Pétri Pascal, 18e. 19e, Nicolas Perrault. Voilà. 20e, Riquet Gilles. Voilà. 21e, Leila Sassa Acha. 22e, Franck Seyer. 23e, Simeon Mermi et Christophe. 24e, Freddy Tarache. Et 25e et dernier, Freddy Trollet. Voilà tous vos candidats. Donc je vais laisser Guillaume procéder. Alors, oui, alors bon, Guillaume me dit de le faire parce qu'il n'a pas envie de le faire. Je ne sais pas, il n'a pas envie de travailler. C'est curieux, mais... Bon, alors, il n'y a que ceux qui votent qui restent dans la salle. Et les autres profitent du moment de répit qui vous reste jusqu'à 20h. 20h où il y aura le repas festif. Voilà. Et sachant que, suite au vote, ceux qui auront été élus, à 19h, il faudra se retrouver à la salle en haut à côté des partenaires. Et si je n'ai pas la chance de pouvoir vous le dire, ou à moins que vous reviendrez dans la salle, mais sinon demain matin c'est 9h30 le rendez-vous.
éparpillez-vous de manière à, comme il n'y a pas l'isoloir, que vous vous mettez espacé. Espacez-vous pour que vous soyez seul autour de vous, qu'il n'y ait personne, pour que vous votiez comme vous le souhaitez. Donc le vote est ouvert.
T'as un bug? Il est là, Manu? Bah là, tu récupères du temps. Donc il reste Philippe David à voter, Alain Klein et Roman. Non. Cécile, elle n'est pas là. Ah, il faut que tu ailles te piquer. Vas-y, vas-y. Oui, il a sorti d'abord. Il est où Qui ça? dans le troisième? Il reste Roman et puis Philippe David. Qui? Le troisième contrôleur qui vérifie les trucs. Il est où, Philippe? Philippe Calves. Philippe Calves. Bah, viens, monsieur le contrôleur. Ah, c'est atroce. C'est atroce. Franchement, là, c'est au bout de 2 jours. Ouais. Philippe David. Putain, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça marche. Il reste Philippe David. Ah oui, encore à valider. Manu, tu peux voir avec Philippe? Ça marche pas. J'ai deux mains gauches. C'est vrai que c'est écrit petit quand même. Hein. C'est écrit petit. Et la prochaine fois, quand vous le refaites, c'est parce que. Non, T'as pas le choix, c'est par c'est Néovat qui te paramètre le moi, truc. j'ai, Ouais, mais c'est petit quoi. En plus, quand j'ai pas pu me connecter, quand j'ai pas pu voter, j'étais connecté avec mon téléphone. C'est Belle France, c'est marqué Belle France. J'étais connecté avec j'étais connecté sur le port de mon téléphone pour le Wi-Fi. Et je pense que c'est ça, quand j'ai validé, Ah ouais. avec le délai, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. J'ai recliqué 2 fois, et après ça m'a bloqué le T'as bordel en bloqué le disant truc. t'as trop tapé, t'as trop cliqué, c'est plié. Et si t'es déconnecté, si t'es plié, j'ai redemandé un code, mais je pouvais plus me réactiver. Ouais. Et le Mac. Ah, j'ai cru. Non, pas encore. Je vais dire Manu. Je pense que ça va être bon. Non, pas encore. Manu, je pense qu'il va faire un différent seulement. Il s'isole. Qui délègue. Ah oui, il faudrait que tu fasses une photo pour l'organigramme.
De dos. Donc il y a des Gloaliens, des Libertines. Et le flop, pareil. Bon là au moins tu coches pour ceux que tu veux choisir. Parce que tu as des systèmes où tu coches ceux que tu veux rayer. Ouais, bah là, Mais je pense que c'est mieux de cocher ceux que tu choisis que de cocher ceux que tu veux rayer. c'est moins ambigu. Ou alors il faudrait qu'à la base tout le monde soit coché et que tu décoches celui que tu veux. Alors je sais pas s'ils font. C'est bon? Alors attends. Oui, messieurs les contrôleurs. Ah, que tout le monde a voté. Donc je clôture le vote. Ça mouline. Donc, hop. Normalement. Ils sont classés par ordre de résultat. Donc tu fais procès verbal. Tac. Tac. Donc voilà, vous avez les résultats. Je te laisse les annoncer. Fred, c'était toi l'annonceur. Alors, Monsieur Emmanuel Mousse, 100%, 177 voix. Monsieur Riquet Gilles, 100%, 177 voix. Monsieur Anthony Dartron, 95%, 175 voix. Monsieur Freddy Trollet, 95%, 174 voix. Monsieur Thierry Douin, 95%, 171 voix. Monsieur Guillaume Cader, 90%, 167 voix. Emmanuel Gauthier, 90%, 166 voix. Pascal Pétry, 90%, 166 voix. Monsieur Franck Seyer, 90%, 166 voix. Monsieur Maxime Dumont, 95%, 165 voix. Madame Leïla Sassa Achache, 90%, 165 voix. Monsieur Laurent Lemaire, 85%, 163 voix. Madame Romane Ouglissi. C'est marqué madame. 85%, 163 voix. Monsieur Christophe Simian, 85%, 163 voix. Monsieur Freddy Tarache, 85%, 163 voix. Monsieur Stéphane Gautrin, 85%, 153 voix. Bon, c'est bizarre ça. Oui, parce que... Non, mais c'est 85% et 160. Oui, non, il a 85% des votants. D'accord, ok. Pour 86% Okay. des Monsieur suffrages. Azedine Ben Saïd, 85%, 150 voix. Monsieur Abdelhalid Gealia, 80%, 149 voix. Monsieur Rachid Ika, 80%, 149 voix. Le pavé, c'est pas un écran tactile. Le pavé. Hein? Je sais pas. Comment on fait pour descendre sur ton PC? Voilà. Monsieur Farid Chetoun, 70%, 139 voix. Monsieur Nicolas Perrault, 85%, 137 voix. Madame Ariane Dalfraz, 80%, 134 voix. Monsieur Bruno Amiel, 75%, 130 voix. Et Madame Isabelle Boumard, 75%, 130 voix, ce qui clôture le vote de la Fédération des transports. Et bien sûr, tout le monde est élu. Il est 7h.
retrouve au 2e étage pour 7h15 dans la salle pour faire le premier conseil. Pour élire le bureau. C'est là-haut la salle qui est juste... Au 2e. Au 2e à côté des exposants. Yes. Attends. Pour l'extraire, que demain, quand on les appelle dans cet ordre-là. C'est le procès verbal, donc On va l'avoir. on pourra le... Enregistrer sous. Élection conseil. Où est-ce que je peux le mettre celui-là? Allez dedans, parce qu'on a parlé. Je vous voulez, mais... Fichier. Enregistrer sous. Ils sont plus là, la régie, ici, tiens, encore? Ah oui, ils sont en train d'arrêter. Au 2e, là, pour 7h15, là, on y monte. On va monter ensemble. Oui, au 2e. Ah, les petites salles le long du... Ah oui. Donc, tu disais qui d'autre il faut qu'il fasse des photos? Il y a Patrice Glohaguin et Philippe Le Floch. Ouais, Le Floch, je sais pas qui c'est, mais... Glohaguin, tu demandes à Le Floch, c'est son pote. D'accord. Okay, puis on essaye de coincer la photographe. Yes. Toi, non? Bon, ça sera au prochain conseil qu'on va te coopter, quoi. Donc, Philippe Le Floch. Ouais. Attention. Elle se rejoint.